Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Il va falloir que cette voiture soit conforme. Vous voyez l'automobile derrière moi? On va pas s'engueuler pour une bagnole. Eh bien, elle est absolument impeccable. Nous avons les béquilles, ce qu'on appelle les béquilles. L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Eh bien, avec ça, vous êtes sur une autre galaxie. Ah ouais. Ça pousse. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. On est ravis de vous retrouver. Allez, au sommaire de cette émission, quels sont les véhicules qui sont les mieux vendus cette année sur le Bon Coin, avec plus de 720 000 annonces de voitures d'occasion, 100 millions de visiteurs dans le mois. Le Bon Coin est la place de marché certainement la plus importante en volume d'annonces. L'occasion de faire un point général sur ce marché de l'automobile d'occasion avec Olivier Flavier qui sera avec nous dans quelques instants, vice-président automobile du Bon Coin. Et puis le métier de la semaine de Mobiliance, les nouveaux métiers de la batterie. Moba est leader en Europe pour le diagnostic et le certificat batterie pour les voitures électriques d'occasion grâce à une technologie certifiée. Eh bien, ça permet aujourd'hui de connaître l'état de santé de la voiture pour 90% du parc électrifié en moins de 2 minutes. Guillaume Hébert sera avec nous, PDG, cofondateur de Moba. Et puis ma voiture a été brûlée pendant les émeutes, mais quels sont mes recours? Lundi, le ministre de l'Intérieur a annoncé 5890 véhicules ont été incendiés dans toute la France, mais quelles sont les différentes démarches pour les propriétaires? Quels sont les recours pour les plus modestes? État des lieux avec maître Jean-Baptiste Losca, avocat en droit routier. Et puis un produit lavant pensé pour les écolos. Vulcanet propose des serviettes absorbantes 100% recyclables pour entretenir des véhicules d'usage ou de passion par exemple, avec le moins d'impact possible pour l'environnement. Éric Bernisson, il sera avec nous, le fondateur et directeur général de Vulcanet. On vous souhaite Les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Et pour m'accompagner, Yves Carin est avec nous, porte-parole de Mobilité Club France, qui agit sur la défense de l'automobiliste au travers des nouvelles mobilités. Ouais, complètement. Bonjour. Bonsoir plutôt Cécile, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de passer une heure ensemble. Moi, je suis ravie. Pour éventuellement poser 2-3 questions, mais je suis en copilote avec grand plaisir avec vous ou avec toi, je sais pas. Olivier Flavier, vice-président automobile du Bon Point, j'allais dire du Mont Blanc, pas du tout, en tout cas pas tout de suite. Merci d'être avec nous. On va revenir sur les voitures, forcément. L'occasion sur le Bon Coin, c'est un carton plein, on l'a dit, plus de 720 000 annonces, donc on peut forcément y trouver quelque chose qui nous ressemble. Est-ce que la hausse finalement de 2021 à 2022 sur le prix des voitures d'occasion a continué d'augmenter ou est-ce qu'on est plutôt stable ? Alors, on est plutôt en légère décroissance en termes de prix depuis le début de l'année. C'est pas flagrant, hein. Les prix ont augmenté de plus 30% en 2 ans sur les voitures d'occasion. Ce qui était assez énorme quand même. C'est énorme. Et la décroissance des prix depuis le début de l'année est d'à peu près 3%. D'accord. Le prix moyen aujourd'hui d'une voiture, c'est quoi sur le Bon Coin ? Ça dépend après si vous achetez une voiture un professionnel ou un particulier, ça dépend de l'âge et ainsi de suite. Il y a une grande différence entre les deux ? Entre quoi ? Entre l'acheter à un particulier, l'acheter à un professionnel ? Vous avez une différence d'à peu près 500 à 700 euros de plus pour un professionnel parce qu'il vous remet en état la voiture, il vous la garantit. Et le prix moyen d'une voiture, c'est à peu près 17 000 euros sur le Bon Coin. Yves Carin. Oui, d'ailleurs, le vieillissement du parc s'explique justement par cette hausse de prix. Parce qu'en général, on a un budget pour acheter une voiture, mettons 15 000 euros. On va pas aller jusqu'à 18, donc on va aller sur des voitures un peu plus âgées. C'est pour ça que le parc français vieillit de quelques mois, voire presque une année en 2-3 ans. C'est exactement ça. On est sur un marché d'offres et de demandes, en réalité. Vous avez une offre qui a diminué ces dernières années, puisqu'il y avait moins de fabrication de voitures neuves, donc moins de voitures d'occasion revenues sur le marché. L'offre a diminué et il y a pas mal de réglementations qui changent en France avec les zones à faible émission, le basculement vers les véhicules électriques, et ça a créé une tension sur le marché entre l'offre et la demande, et ça a fait augmenter les prix de plus de 30% en 2 ans. Mais 30%, on se rend compte de ce chiffre, c'est quand même énorme. C'est énorme, c'est énorme. Aujourd'hui, les voitures les plus achetées, est-ce qu'on est encore sur du diesel, du thermique? Est-ce qu'on tend vers l'électrique, même si les prix sont encore très, très élevés? C'est quoi aujourd'hui la moyenne? Qu'est-ce qu'on cherche le plus aujourd'hui? Alors, vous avez une différence entre le neuf et l'occasion. Oui, je parle d'occasion, moi. On parle sur l'occasion, voilà. Et c'est bien parce que sur l'occasion, vous avez 3 fois plus de ventes en France que de neuf. Sur l'occasion, vous avez un marché qui est encore à 95% en voitures thermiques, c'est-à-dire diesel et essence. On pousse évidemment l'électrique pour le futur. Ou l'hybride. Ou l'hybride, oui, exactement. Hybride électrique, hybride rechargeable. Et vous avez aujourd'hui un marché qui est encore en occasion à 52% diesel.
C'est ce que l'on a sur le Bon Coin. On a davantage de voitures diesel aujourd'hui en vente que d'essence, par exemple. Mais est-ce que l'électrique commence à faire un bond? Parce que forcément, c'est très récent, donc il y a très peu d'occasions. Ça se revend tout de suite, ça se garde. C'est quoi? Est-ce qu'on a quand même pas mal d'annonces sur l'électrique ou c'est encore très peu? Alors, on a triplé le nombre d'annonces en 2 ans. Partez de loin. Hein. On partait de zéro. On partait de zéro. De très très triplé, ça fait énorme, mais on partait de... Oui, mais je vais vous donner des chiffres, justement. J'ai triplé mes notes. Ah oui, tu commençais de zéro. Oui, tu es à 6, hein, tu étais à 2. Hein. Je vais vous donner des chiffres, comme ça on va parler en valeur relative, voilà, c'est mieux. Quand on a 720 000 annonces aujourd'hui sur le Bon Coin, toute énergie confondue, on en a 25 000 en électrique, dont 80% sont revendus par des professionnels. Donc en fait, ce sont 80%. Ouais, aujourd'hui. Donc c'est totalement atypique par rapport au reste du thermique. Complètement, parce que normalement le marché c'est 56% entre particuliers et 44% de professionnels. Là, on est sur les premières voitures qui ont été vendues en leasing, puisque la plupart des voitures électriques se vendent en leasing. En loyer, c'est plus facile de faire accepter un loyer de quelques centaines d'euros plutôt qu'un achat de voiture électrique à 40 000 euros par exemple. Donc on ne sait pas comment évoluera la batterie. Ah ouais, ça c'est un autre sujet. Mais est-ce qu'on finalement on se rend compte qu'on garde nos voitures de plus en plus longtemps? C'est que le taux de rodation change en fait. C'est récent qu'il change. Hein. Avant, les Français changeaient régulièrement leur voiture en 3 ans à peu près. Tous les 3 ans, ils changeaient leur voiture et la durée de vie d'une voiture était à peu près 10 ans. Aujourd'hui, ils conservent leur voiture beaucoup plus longtemps, à peu près 4 ans maintenant. La durée de vie de la voiture se rallonge parce qu'on est à la croisée des chemins entre l'électrique. Donc on n'a pas encore des bornes partout, donc les gens hésitent. Est-ce que ça correspond à leurs besoins? Les prix de vente, en fait, on en revient toujours. Oui. Les prix de vente ont tellement augmenté que les gens se disent est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que j'ai pas intérêt d'attendre que ça baisse? En l'occurrence, je pense pas que ça rebaissera d'un peu plus de 30 points. Et puis les zones à faible émission aussi qui viennent perturber. Donc on est sur un marché aujourd'hui où on a beaucoup d'attentistes et à la fois il y a des bonnes affaires aussi à faire aujourd'hui en occasion. Il y a des bonnes affaires surtout sur les berlines qui sont les moins demandées. Sur les SUV, c'est toujours très demandé, donc les prix sont élevés. Et curieusement, ce marché de l'occasion échappe beaucoup aux professionnels, majoritairement aux professionnels. On reste entre particuliers. C'est ce qui fait votre succès aussi. Alors, le succès du Bon Coin, il est équilibré entre professionnels et particuliers. 56-44. Ça, c'est le marché français. Oui. Mais nous, on a plus d'annonces de professionnels que de particuliers. On a 450 000 annonces de professionnels et 300 000 à peu près de particuliers. D'accord. Olivier Flavier, pour qu'on comprenne bien, les voitures les plus vendues aujourd'hui, quel type de voiture par exemple? Pour ceux qui nous reconnaissent, qui vont se reconnaître, pardon, je vais y arriver, on sent les vacances. C'est quoi les marques et c'est quoi surtout les modèles? Les modèles, c'est des modèles de voitures accessibles en termes de prix qui existent depuis plusieurs années sur le marché. La Renault Clio, par exemple, c'est un très bon exemple. Vous avez la Peugeot 208, c'est un très bon exemple aussi, en thermique. En électrique, c'est autre chose. En électrique, on voit beaucoup plus de Tesla actuellement. On voit des Zoé, la Zoé, exactement, la Nissan Leaf, la Tesla 3 i208, la Tesla 3, Tesla Y, exactement. Est-ce que quand on achète une voiture, c'est toujours des conseils que l'on donne, les options qui sont intéressantes à la revente? Parce que ça, on oublie de le dire aussi. Est-ce qu'un toit ouvrant, par exemple, est-ce que la clim, maintenant, elle est à peu près partout dans les voitures, mais est-ce qu'un toit ouvrant, par exemple, ça augmente le prix de la voiture? C'est une bonne question. En fait, dans le temps, mais vous avez raison, parce que quand vous achetez une voiture neuve, vous regardez, vous pensez pas toujours à la valeur résiduelle, donc la valeur que sera votre voiture dans 3 ans, 4 ans. Et les valeurs des voitures ont tendance à moins régresser aujourd'hui qu'à l'époque. C'est-à-dire que avant, votre voiture perdait 20-25% dès la première année. Aujourd'hui, c'est moins vrai. En revanche, la partie équipement, elle n'est pas toujours valorisée dans la voiture en occasion. D'accord. Voilà, parce que, pourtant, elle est recherchée dans des moteurs de recherche. Est-ce que quand on cherche des options, vous n'identifiez pas peut-être des options qui sont plus appétantes que d'autres? La partie média, un peu plus la partie média qui est plus importante, mais si vous dites j'ai des phares au xénon ou pas des phares au xénon, ça fait pas de différence. Il y a plein de subtilités. L'air conditionné, effectivement, c'est plus un sujet. Savoir si c'est une voiture automatique ou à vitesse manuelle, c'est plus un sujet non plus. Plutôt le freinage d'urgence, des choses comme ça, donc qui intéressent de la sécurité, non, peut-être, hein? C'est surtout, vous savez quoi, c'est surtout le rapport qualité-prix. On recherche les gens. En fait, vous avez des personnes qui se disent au départ dans les recherches, c'est ce que l'on voit, ils cherchent
beaucoup de critères. Oui. Et puis, en fonction du budget, Ils ils réduisent ou ils font des compromis. Au début, vous vous dites, je veux un siège en cuir. Puis à la fin, vous avez un siège en tissu ou Alcantara, qui est très bien aussi. Hein. Ou une chaise en bois, peut-être. Comme les deux choix à l'époque. Voilà. On plaisante. Visiblement, le marché des plus de 15 ans aussi est un marché qui explose, où les prix augmentent. Comment on l'explique? Parce que il y a c'est les zones à faible émission qui font ça. Alors, c'est surtout qu'il y a 3 ans, au moment du Covid, on a manqué de pièces électroniques pour fabriquer des voitures. Or, une grosse partie des voitures sont des voitures récentes qui sont vendues par les professionnels. Ils ont eu moins de voitures à vendre. Donc, on s'est retrouvé avec un glissement vers des voitures plus âgées, tout simplement, plus l'augmentation des prix. Et on a vu ce glissement, nous, de voitures qui avant étaient en moyenne sur le Bon Coin. La moyenne des personnes cherchaient des voitures à 6-7 ans. Aujourd'hui, cherchent des voitures à 8-9 ans en moyenne pour rétablir le budget, puisque le budget n'a pas augmenté de 30%. C'est ce que je disais, on a toujours le même budget, donc la voiture vieillit parce qu'on reste sur le même budget. Exactement. Est-ce qu'il y a une couleur qui est plus achetée qu'une autre? Actuellement, c'est le blanc. Le blanc. Le blanc, ouais. C'est pour ça que quand on achète une voiture, si on prend une couleur un petit peu flashy, c'est très dur à la revendre. C'est vrai. Parce que c'est vrai. C'est pour ça qu'on a des couleurs un peu uniformes, parce que c'est plus facile. C'est dommage. C'est vrai. Après, ça dépend des types de voitures, mais vous avez raison. Les couleurs aujourd'hui qui existent en plus grand nombre, c'est le noir, le gris en plus grand nombre, et les recherches actuellement, c'est blanc, orange aussi. Pas mal d'orange qui Et d'ailleurs, Fiat. Je vous la laisse. La orange. Ça dépend, il y a des belles voitures, belles voitures oranges. Et Fiat fait d'ailleurs toute sa future campagne de publicité sur la couleur. Sur le flashy et ses couleurs. Je trouve ça très original. Il faut mettre de la couleur dans la vie. C'est ça. Sur les projections de l'électrique, j'imagine que vous travaillez sur ces projections. À quel moment le marché peut se stabiliser? Pour ceux qui nous écoutent, qui cherchent, vous l'avez dit, qui se posent des questions. Est-ce qu'il faut que j'achète ci? Est-ce qu'il faut que j'achète ça? Est-ce que la projection, c'est quoi? Pour être certain d'avoir des prix raisonnables et finalement plafonnés, entre guillemets. Les prix plafonnés, ça, je sais pas, c'est l'offre et la demande, ça correspond aussi aux promotions que font les constructeurs lorsqu'ils vendent des voitures. Ils sont très dynamiques aujourd'hui pour pousser l'électrique. Ce qu'il faut regarder plutôt, c'est quel sera le marché dans 10 ans. Et nous, dans les hypothèses que l'on a, dans 10 ans, en occasion, le marché de l'électrique représentera 30%. Donc vous aurez toujours 30-35%. Seulement. Bah oui, parce que vous avez aujourd'hui une 40aine de millions de voitures qui circulent sur le marché, plus de 95% thermiques. Donc avant que ces voitures disparaissent du marché, et il ne faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, il se vend en neuf pratiquement la moitié des voitures en essence. 46% des voitures aujourd'hui se vendent en essence. Ou flex fuel, non? Ça c'est une niche pour les voitures assez chères. Non, pas forcément. Ford en fait. Oui, effectivement, vous avez raison. Vous avez raison. Tout à fait abordable. Vous avez raison. Et donc ces voitures essence qui se vendent, on va les retrouver toujours en occasion sur les années à venir. Donc moi je dirais que tout dépend de votre besoin que vous avez aujourd'hui. Et votre budget. Et votre budget, bien évidemment. Entendu. Exactement. Merci beaucoup Olivier Flavier, vice-président automobile du Bon Coin. Donc vous pouvez aller voir, vous allez forcément trouver quelque chose qui vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va revenir dans quelques instants finalement sur toutes ces voitures qui ont été malheureusement brûlées pendant les émeutes. Quels sont vos droits et comment vous êtes assuré? Et surtout, si vous n'êtes pas assuré, est-ce qu'il y a des dispositions ou des dispositifs qui peuvent vous concerner? On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France avec notre camarade Yves Cara. Yves, ça va Yves, toujours Yves, avec grand plaisir d'être ici. C'est toujours très intéressant avec des invités passionnants. Et des questions magnifiques. Et on passe tout de suite au métier de la semaine, les nouveaux métiers de la batterie, avec notre invité Guillaume Hébert, PDG cofondateur de Moba. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors, vous êtes le leader en Europe pour le diagnostic et le certificat batterie pour voitures électriques. Alors, à la base, vous étiez une start-up, vous étiez chez un incubateur avec Mobiliance. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement depuis ce moment de l'incubation et ce moment où vous avez volé de vos propres ailes? D'abord, qu'est-ce que vous avez appris dans cet incubateur?
Alors, beaucoup de choses, forcément. L'incubation, quand on crée une startup, c'est un super environnement pour maturer son projet et rencontrer aussi l'écosystème. Et l'avantage du Move Lab, qui est cet incubateur, c'est qu'il est issu de Mobiliance, qui fédère quasiment tous les métiers du secteur automobile. Donc, pour comprendre le marché sur lequel on évolue, c'est parfait. Et du coup, l'importance finalement, d'abord de trouver un nom, peut-être une vraie stratégie. Et là, vous en sortez, donc ça s'appelle aujourd'hui MOBA. On sent que vous avez une vision internationale avec ce mot qui est plus facile à dire que d'autres. Aujourd'hui, en plus, bonne nouvelle, vous venez de passer avec succès les tests soumis à Cara Europe. Donc ça donne une nouvelle dimension finalement à votre entreprise. C'est ça, absolument. Donc, avec MOBA, en effet, on propose un certificat batterie pour les voitures électriques d'occasion. Oui. L'idée étant de pouvoir faciliter la revente et l'achat d'un véhicule électrique de deuxième main en se rassurant sur l'état de santé de la batterie, ce qui constitue l'organe principal de la voiture électrique. Et donc, ce certificat batterie, on le développe depuis 4 ans maintenant. Et en effet, depuis quelques mois maintenant, il y a le tout premier standard sur le marché qui s'appelle le Cara Europe, qui est fourni par le Cara Europe, qui permet d'attester et de certifier notre solution. Et donc, aujourd'hui, on évolue sous cette certification-là. Pour qu'on comprenne bien, comment ça fonctionne en fait ? C'est une sorte d'appli, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors en fait, on a développé une solution qui prend la forme donc d'une application mobile et d'un boîtier de diagnostic qu'on appelle OBD. Donc c'est un boîtier en fait qui pèse 20 grammes, qui est très léger. C'est un boîtier Bluetooth qu'on branche sur la prise de diagnostic universel du véhicule. C'est la même prise qu'on utilise pour le diagnostic chez un concessionnaire, par exemple. Et donc ce petit boîtier plus une application mobile permet d'aller interroger un ensemble de capteurs qui sont présents dans la voiture, et donc de remonter des données embarquées dans le véhicule. Et nous, ensuite, on a développé des algorithmes d'interprétation de données qui permettent d'établir l'état de la batterie et de générer un certificat qu'on va ensuite transmettre à notre client, le vendeur, pour vendre plus facilement sa voiture électrique d'occasion. Est-ce qu'on peut anticiper, c'est-à-dire que quand on voit l'état de sa batterie, est-ce qu'on peut se dire que finalement, on peut anticiper de dire attention, parce que là, c'est un peu faiblard et ça risque de créer des problèmes ? Oui, alors on est encore au tout début de ça. Nous, on a dans notre base de données un peu plus de 10 000 diagnostics de batteries différents. Donc, on commence à avoir un peu de recul justement sur les courbes de dégradation des batteries. Après, ce qu'il faut comprendre en tant que conducteur ou propriétaire d'une voiture électrique, c'est que l'usage qu'on va faire de la voiture électrique va avoir un impact assez fort sur la durée de vie de la batterie. Et donc, typiquement, la fréquence des charges rapides ou des mauvaises conditions de stockage peuvent accélérer le vieillissement de la batterie. Donc, c'est pour ça que quand on veut acheter, encore une fois, un véhicule électrique d'occasion, il faut absolument contrôler l'état de la batterie. On ne peut pas simplement se fier à l'âge ou au kilométrage de la voiture. Et c'est bien de le rappeler, Yves Cara. Oui. Est-ce que vous avez eu des difficultés à vous adapter à différentes technologies de batterie, lithium, batterie solide, etc. etc. Ou est-ce que ça n'a aucune importance ? Si, alors c'est évidemment c'est lié à toutes les technologies. C'est bien de le rappeler parce qu'on on a souvent l'impression qu'il n'y a que des batteries lithium-ion, mais au sein des batteries lithium-ion, il y a différentes technologies qui vont en effet vieillir pas forcément de la même manière, qui vont être plus ou moins sensibles d'ailleurs aux charges rapides ou à certaines conditions de stockage. Donc forcément, nous, dans notre équipe, on est principalement des ingénieurs ou des chercheurs pour faire en sorte que notre solution soit agnostique en termes donc de marque et donc en termes de technologie de batterie. Et c'est aujourd'hui la grosse valeur qu'on propose sur le marché, c'est une solution unique qui marche aussi bien pour n'importe quel véhicule électrique. Donc on couvre aujourd'hui un peu plus de 90% du parc électrique. Et les batteries solides, on parle de rupture technologique, vous y croyez à ça ? Oui, bien sûr. C'est la prochaine grande génération de batteries lithium-ion qui va arriver. Il y a très régulièrement, quand on regarde un petit peu le secteur de la batterie, il y a très, très souvent des grandes annonces qui sont faites sur des niveaux de performance exceptionnels de telle ou telle technologie de batterie. C'est plus ou moins à chaque fois des technologies de rupture. Mais généralement, il y a un monde entre le moment où cette technologie va pouvoir être industrialisée, mise sur le marché dans les véhicules électriques. Les batteries solides, en revanche, on sent qu'on est vraiment dans cette phase-là et c'est en train de voir vraiment le jour d'un point de vue industriel. Et les constructeurs, de plus en plus, font des annonces sur justement des recours à des batteries solides qui présentent, encore une fois, des niveaux de durée de vie et de capacité à la charge rapide notamment, qui sont très intéressants. Merci beaucoup Guillaume Hébert d'avoir été avec nous, PDG cofondateur de MOBA, M-O-B-A. Allez voir sur leur application, leur site internet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et dans un instant on va revenir sur ces près de 6000 voitures qui ont été brûlées pendant les émeutes. Est-ce que vous êtes bien assuré, pas bien assuré ? En tout cas, quels sont les recours ? On en parle dans quelques instants. À tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et les vraies voix qui font rouler la France, c'est forcément l'actualité de l'automobile en général. Et une actualité ces derniers jours qui sont tous ces véhicules qui ont été brûlés, près de 6000 selon le ministère de l'Intérieur. Certains ont été assurés, pas assurés. En tout cas, on va vous donner toutes les clés avec maître Jean-Baptiste Losca qui est avec nous, avocat en droit routier. Bonsoir, merci d'être avec nous. Pour ces véhicules brûlés, la première chose forcément à laquelle on pense, c'est l'assurance. Et l'assurance, est-ce qu'on est bien assuré? Est-ce que toutes les assurances fonctionnent dans ce cas-là? C'est quoi aujourd'hui ce dispositif? Alors, déjà, on se jette sur son assurance, il faut la relire. Oui. Parce que la plupart du temps, on ne connaît pas très bien son assurance, ou on ne la connaît pas par cœur. Donc, on se jette sur son assurance, on va chercher les petites phrases écrites sur gris, et puis on va voir si on est assuré pour ce genre de choses. Et puis, surtout, il faut faire une déclaration de sinistre dans les 5 jours. Et là aussi, on a un vrai problème. 5 jours, ça passe extrêmement vite, et il faut absolument écrire à l'assurance pour lui dire, voilà, mon véhicule a été incendié, et puis, j'explique les circonstances, où, quand, comment, à quel moment. Et puis, de toute façon, tout un chacun maintenant est muni d'une arme exceptionnelle, c'est le smartphone. Donc, on prend énormément de photos. De telle façon qu'on puisse justifier que l'état de la voiture, l'état du véhicule avant, bien évidemment, l'état du véhicule maintenant, intérieur, extérieur, les endroits où il se trouvait. Bien évidemment, vous vous doutez bien que votre assurance va vous tirer l'oreille si vous l'avez laissé en plein milieu. Ouais. Alors que s'il était bien garé, ça serait une autre paire de manches. Donc une déclaration de sinistre... Pardon, je vous coupe. Ça veut dire que vous conseillez aux gens qui nous écoutent de prendre des photos de leur voiture, tous les 15 jours, tous les mois, pour dire que voilà dans quel état il est. Oui, alors faut pas que ça devienne une lubie. Non, mais je plaisante quand je dis tous les 15 jours. Oui, mais régulièrement. Mais régulièrement, et je préconise même de prendre des photos de son véhicule quand on est garé de façon peut-être un peu particulière dans un endroit où il y a beaucoup de passages, ou éventuellement quand on est garé un peu proche de notre véhicule et que celui-ci serait amené éventuellement à faire une marche arrière un peu violente. Voilà. Il ne faut pas hésiter à prendre les photos de son véhicule et puis surtout les plaques d'immatriculation des voitures devant, derrière. D'accord. Parce que ça sera un lot recours, bien évidemment, qui permettra de dire, écoutez, si j'étais embouti et que manifestement il manque 3 cm sur mon véhicule, c'est certainement le véhicule qui a dû sortir de... D'accord. Ça c'est compliqué ça, parce que si lui est parti, un autre est venu et donc on va accuser peut-être une personne qui est innocente. Alors je suis d'accord sur prendre les photos, mais là c'est limite quand même de dire c'est lui. Non, mais il ne s'agit pas de dire c'est lui, il s'agit de dire voilà, quand je me suis garé, j'étais garé là. Exactement, et puis avoir des éléments. J'étais garé là, j'étais garé comme ça, et je ne sais pas ce qui s'est passé après. Alors pour ce qui nous concerne par rapport au sinistre d'accident, en tout cas de voitures incendiées, quelle est la démarche? Une fois qu'on a fait la démarche, qu'on a ces photos, qu'on a envoyé à l'assurance, est-ce qu'il faut déposer plainte? Alors, un expert va arriver déjà, qui va vous dire, qui va faire le tour de la voiture, qui va voir exactement ce qui s'est passé, et puis éventuellement, vous avez un certain nombre d'assurances qui vous demandent le dépôt de plainte. D'accord. Le dépôt de plainte, ça va être essentiel parce que vous allez pouvoir après actionner directement votre assurance avec ce dépôt de plainte. Et puis le dépôt de plainte, faites attention, ça peut être aussi un double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont peut-être dit, je ne doute pas que les Français soient tous de très très bonne foi, mais il y a peut-être un certain nombre de Français qui se sont dit, je vais peut-être changer de voiture, c'est le moment. Et le dépôt de plainte, il faut faire attention parce que si on dépose plainte et qu'on fait une fausse déclaration, là ça risque de vous coûter cher. Donc c'est aussi le frein éventuellement à une mauvaise foi éventuellement de la personne qui aurait envie de changer de voiture au bénéfice d'une assurance qu'il paie depuis trop longtemps. D'accord. Et sur l'assurance, lorsqu'on a relu l'assurance, est-ce qu'il y a toutes les assurances vous couvrent pour une voiture incendiée? Est-ce qu'il y a des assurances qui ne le font pas? Non, il y a des assurances qui ne le font pas. Ça dépend de ce que vous avez demandé à votre assurance de couvrir. Et là, si bien évidemment votre assurance ne couvre pas, à ce moment-là, il va falloir se retourner vers d'autres éléments qui vont pouvoir éventuellement vous rembourser la voiture. C'est-à-dire lesquels? La CIVI, bien évidemment, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, qui va sous bénéfice d'un plancher d'argent gagné tous les mois, il va vous rembourser éventuellement la voiture, avec bien évidemment... Ah, c'est en fonction du revenu? C'est en fonction du revenu, bien évidemment. D'accord. Et puis, qui va éventuellement vous redonner aussi une somme d'argent maximum de 4 234 € pour être précis, pour vous rembourser la voiture. Ça fait pas beaucoup.
bien évidemment. Mais il s'agit de la CIVI, et la CIVI ne peut pas rembourser tout le monde à taux plein. Donc vous avez aussi là un plafond. Mais est-ce qu'on peut se retourner contre l'État, par exemple ? Mais il faut se retourner contre l'État, bien évidemment, si vous êtes pas, si vous étiez dans le cadre des émeutes et que la CIVI ne fonctionne pas. Là, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'actionner directement devant le tribunal administratif, parce que l'État, en ayant commis manifestement une faute lourde dans le cadre de ne pas avoir préservé, si vous voulez, votre véhicule qui était garé sur le domaine public. Mais le faire quand on est tout seul, c'est pas évident. Aller voir un avocat, on pense que ça va coûter cher. On va se dire que ça va peut-être coûter plus cher que ce que la voiture va mettre à rembourser. Vous comprenez que ça peut être compliqué d'aller porter plainte contre l'État tout seul. Alors porter plainte contre l'État tout seul, c'est pas difficile. Il suffit d'aller au commissariat. En revanche, prendre un avocat, pas forcément. Vous avez, comme il s'agit de plafond de rémunération, vous avez la possibilité d'avoir un avocat commis d'office. Vous avez la possibilité d'avoir l'aide juridictionnelle. Vous avez la possibilité aussi d'aller dans une maison du droit où il y a un certain nombre d'avocats qui sont mis en place par le barreau, et là en l'occurrence par le barreau de Paris, qui vont vous actionner, qui vont vous aiguiller sur les démarches à faire. En plus de la CIVI ? Oui, en plus de la CIVI, bien évidemment. Okay. Mais ça veut dire que là, on est quand même dans un événement exceptionnel. Forcément, c'est pas nous qui avons brûlé la voiture, donc on aurait sa voiture brûlée, mais là, il y en a quand même un petit peu partout. Il n'y a pas de mesures exceptionnelles pour événements exceptionnels. Si, c'est possible. L'État peut mettre en place des mesures exceptionnelles, mais on les attend. Et puis, d'une façon générale, vous vous doutez bien qu'ils vont pas se bousculer. Ils vont attendre de voir si la CIVI fonctionne. Ils vont attendre de voir si les tribunaux administratifs sont pris d'assaut. Ils vont attendre de voir, bien évidemment, comment ça se passe avec les assureurs, et la plupart du temps c'est un petit coup de téléphone aux assureurs. Faites attention, on n'a pas forcément envie ou besoin de devoir être actionné, donc soyez gentils de faire le nécessaire le plus rapidement possible. D'accord, mais parce que il y a forcément une formule de jurisprudence, des émeutes, il y en a déjà eu, on peut reprendre aussi forcément Oui, mais l'État dans sa mauvaise foi a toujours tendance à demander aux assureurs de faire le nécessaire. Oui. Mais grosso modo, même quand on est assuré au tiers, on est souvent, j'ai l'impression, dans la majorité des cas, vol et incendie, non ? Dans la très très grande majorité des cas. Très grande majorité des cas, oui, parce que la plupart, c'est prévu dans la très grande majorité des cas. C'est prévu normalement. Mais faut presque demander de l'enlever, non, quand on s'assure pour payer peut-être moins cher. Non, je l'ai déjà vu régulièrement. Non, sur des personnes qui ont justement un véhicule qui coûte quasiment rien, mais qui sert à les transporter tous les jours, et ils se disent qu'ils n'ont pas spécialement envie de dépenser beaucoup d'argent dans leur assurance. D'accord, donc faut demander à l'enlever, quoi, presque. Quasiment. Quoi. En tout cas, l'assurance peut vous le proposer aussi. Quand la voiture a brûlé intégralement, d'abord, qui s'occupe de l'enlèvement de cette voiture ? Est-ce que c'est le propriétaire qui doit s'en occuper ? C'est votre assurance qui va s'en occuper. D'accord, qui va s'en occuper. Oui. Et comment connaître ? Et heureusement d'ailleurs, parce que la plupart du temps, c'est relativement dangereux de retirer une voiture qui a brûlé. Bien évidemment, vous avez des éléments saillants, et puis il est possible qu'il y ait encore un défaut qui couvre. La pollution, bien évidemment. Donc il ne faut pas le faire soi-même, bien évidemment. Et comment connaître la valeur de sa voiture ? Parce que une fois qu'elle est... Oui, mais par expertise, est-ce que qu'est-ce qu'on en sait si les fauteuils, les sièges n'étaient pas lacérés, l'intérêt des photos avant. Ouais. Et puis l'expert, la plupart du temps, il va pas se tromper. Il a l'habitude. Il va aller au plus bas, lui. Il va aller bien évidemment au plus bas. Donc c'est pour ça qu'on peut faire une négociation, on peut éventuellement faire demander une contre-expertise. Mais c'est aussi l'intérêt des photos. Si vous avez des photos qui sont particulièrement probantes, il faut pas hésiter à les montrer à l'expert en disant regardez l'état de ma voiture. Là, il en reste rien parce qu'elle est complètement calcinée, mais à l'intérieur, il y avait de la ronce de noyer, il y avait de la cajou, il y avait voilà. Il y avait mon ordi, il y avait tout ça. Il y avait mon ordinateur, bien évidemment, et puis voilà. Tous les souvenirs qui s'en rattachent. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup de ces explications. Jean-Baptiste Losca, avocat en droit routier, vous restez avec nous. On continue, bien sûr, on n'a pas fini. On a parlé des métiers de mobiliance, et il y a un autre métier, en tout cas une autre entreprise, ça s'appelle Vulcanet. Le premier concept du tout en un pour faire sublimer votre voiture, que ce soit une 2 roues ou une 4 roues. Vous allez voir, c'est totalement écolo et on adore ça. Et on en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France.
On est ensemble avec Yves Cara jusqu'à 20h avec nos invités. On va rouler propre. On va rouler propre, exactement. Oui. Et puis on va vous parler d'écologie. Vulcanet, le premier concept tout en un pour faire durer et sublimer vos voitures, vos 2 roues ou vos 4 roues. Et pour en parler, Éric Bernisson est avec nous, fondateur et directeur général de Vulcanet. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Et puis bonsoir à tout Sud Radio qui est ma région. Ah très bien, très bien. Bon, en tout cas, on est ravis de vous y accueillir. C'est quand même Vulcanet, c'est quand même une petite révolution pour le nettoyage de l'automobile. C'est quand même une révolution qui a quand même 15 ans, hein, sachons-le. Et on s'en rend pas compte. On est tous les jours au feu, on est tous les jours à convaincre de la réalité de cette invention. Donc, on ne se rend pas compte. Et en sachant que j'allais discuter avec vous, j'ai regardé, c'est vrai, ça fait déjà 15 ans que ça existe. Alors, on va expliquer ce que c'est. Parce que j'avais pas plus de cheveux à l'époque. Voilà, très bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le principe, c'est d'avoir une sorte de petite lingette et de nettoyer sa voiture. Mais expliquez-nous, parce que je pense que vous le ferez beaucoup mieux que moi. Alors, la meilleure façon de connaître Vulcanet, c'est de l'utiliser. Alors, je ne dis pas ça pour vendre une boîte de plus, quoique. Mais c'est l'utiliser qui compte. Quand on utilise Vulcanet, on se rend compte qu'on va récupérer la totalité de toutes les pollutions sur la carrosserie, les jantes, les pneus, les bas de caisse, le goudron. Et en même temps, on va rentrer dans la voiture pour nettoyer les sièges, le tableau de bord, les vitres, etc. Alors, quand on dit ça, ça fait le produit qui fait tout et qui fait rien. Alors c'est difficile d'en parler, le mieux c'est de l'utiliser. Mais le concept, c'est sur un textile, j'ai mis tous les produits qu'on utilise pour nettoyer un véhicule. Et au fur et à mesure qu'on passe le produit, les produits se séparent en fonction de la saleté, la diluent, et ce textile sert à récupérer ces polluants que l'on va poser après dans une poubelle pour retraiter. Donc économie d'eau totale, puisque j'ai pris en considération la totalité des aspects collatéraux d'un nettoyage sans eau, et puis économie de produits chimiques, et zéro pollution. Alors, bref, le produit, en clair, je l'ai fait pour moi au départ, et je suis un exigeant passionné de voitures de sport et de moto. Mais il y a de la R&D là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a du développement, ça a dû prendre un petit peu de temps, parce que le but, on parle de 15 ans, aujourd'hui on dit qu'il faut économiser l'eau, on parle d'écologie, donc vous étiez déjà dans cette mouvance il y a 15 ans. Moi depuis un tout petit, je suis dans la chimie, mais à l'époque, je dirigeais un groupe de sociétés de recherche dans l'industrie chimique pour l'industrie. Et j'ai toujours été sollicité pour inventer des moutons à 5 pattes. et puis, à un moment, c'était en 2008, c'était dans l'air du temps, le nettoyage sans eau, etc. Et donc, je me suis fait le produit pour moi, pour mes voitures, pour mon plaisir particulier, dans le but de, où que je sois, avoir sur moi la totalité pour nettoyer un véhicule ou une moto. Donc c'est quoi c'est un pack transportable, c'est-à-dire dans lequel vous avez des lingettes. Laissez-moi le plaisir de vous le présenter. Voilà ce que c'est. Allez-y. Très bien. Alors si vous nous regardez regardez notre chaîne YouTube Sud Radio, c'est le moment de vous habiter. C'est comme un gros thermos en fait. Alors ça pèse 1,8 kg. D'accord. Quand on ouvre à l'intérieur, on récupère ceci, une lingette. Cette lingette, elle est tissée d'une certaine façon pour récupérer tous les polluants et surtout pour pas rayer. Puisque le but, on se dit souvent, quand on appuie sur une carrosserie, on va rayer. Là, c'est pas du tout le cas puisqu'on n'appuie jamais. Tout rentre dedans, tout s'amalgame dedans, la lingette s'épaissit au fur et à mesure des polluants et quand elle est sale et sèche, on la jette à la poubelle. Tout simplement. Et il faut combien de lingettes pour une voiture en moyenne pour que la voiture intérieure-extérieure soit nette? Alors, quand on ne sait pas s'en servir, on en utilise beaucoup. Il n'y a pas de mode d'emploi, comme ça on en utilise beaucoup. Non. Je vous assure, c'est une société Vulcanet très particulière où l'aspect humain et la passion des gens est supérieur largement à la rentabilité. Donc, tout ça pour vous dire que le but, c'est pas de vendre absolument, c'est de rendre des gens heureux avec quelque chose qui est totalement exceptionnel. Et si vous venez sur les salons avec nous, vous allez voir les yeux qui pétillent des gens et les mots qu'ils emploient nous feraient parfois avoir la grosse tête. Donc, combien de lingettes à peu près ?
on est numéro 1 en France, on est numéro 1 en Europe, et c'est un plaisir énormément. Alors pour nettoyer une voiture, c'est 4 lingettes maximum. Ah bon? Pour nettoyer une moto, c'est 2. Donc en clair, pour remettre à neuf un véhicule, ça sera 2 € maximum. Wow. Pour qu'on comprenne bien. Et pour nettoyer une moto, ça sera 2 €. 1 €, 2 €. Éric Bernisson, pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui, une voiture pollue. Enfin, on disait qu'une voiture qui n'était pas lavée est une voiture qui pollue. Alors qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que quand vous roulez, vous attrapez des hydrocarbures. Enfin voilà, et c'est une voiture quand l'eau ruisselle dessus, l'eau de pluie, ça va dans les canaux, les canalisations, et ça pollue. Dans les égouts et en fait, plus vous allez laver votre voiture, moins elle va être polluante. C'est ça? C'est absolument exact. Voilà. Ce que vous dites est absolument exact, et vous retrouvez ça aussi sur un aspect où j'ai beaucoup travaillé aussi, c'est sur les enrobés sur les autoroutes, les enrobés drainants, où ces pollutions obstruent les enrobés drainants. C'est une autre problématique. Hein. Ah oui. Mais ce que vous dites est absolument exact. On les trouve où, ces lingettes, cher monsieur? Alors, chez les grandes surfaces spécialisées, dans l'auto et la moto, sur Internet, voilà. Et puis si vous venez nous voir sur les salons, c'est toujours un plaisir de rencontrer les passionnés. Elle est où cette entreprise? Parce que c'est une entreprise française. Nos bureaux sont à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Et pour ça, Sud Radio, on connaît très bien, que ce soit le rugby, Brigitte Lahaye. Je vais y passer du côté de Montauban là, au mois de juillet. Là, je fais un grand tour de France et je serai pas loin. Ouais. Il faut venir nous voir. Vous allez voir l'esprit de ma société. C'est à la hauteur des gens qu'on rencontre toute la journée. Olivier Flavier, vice-président de automobile du Bon Coin, aussi de l'Argus. Cette pédagogie aussi de laver sa voiture, c'est important finalement, ce qu'on apprend là, de dire que notre voiture, on n'a pas l'impression qu'en négligeant finalement la propreté de notre voiture, on finit par polluer nos rues et notre eau. C'est vrai. Ouais. Et il faudrait que... C'est vrai, et il faudrait effectivement qu'on communique davantage là-dessus. Donc je demanderai à nos journalistes de faire un reportage pour expliquer au grand public. Nous, on a plus de 5 millions de personnes qui nous suivent tous les mois, donc c'est énorme, pour expliquer justement cette pollution invisible. Absolument. Yves Gara, la pollution est totalement invisible, hein, ça c'est sûr. Complètement invisible. Ça dépend des voitures. En revanche, c'est vrai, parce que des fois on en croise, elles sont bien sales. Mais il faut rappeler, vous le faites souvent ici, Cécile, que quand on va dans des centres de lavage de voitures, tout est recyclé. Oui. Hein, l'eau est recyclée, les polluants sont mis de côté. Donc voilà, c'est pas polluant, ça l'est beaucoup moins qu'une voiture sale qui prend la pluie, et quand ça part dans les égouts, ça part dans la nature. Donc ça veut dire qu'il faut pas le faire chez soi. C'est ça. Avec des lingettes vulcanettes. C'est ça. Vous avez reçu, je crois, un prix de l'innovation en 2008. C'est bien. En 2008, oui. Après, on a eu à Las Vegas aussi le prix de l'innovation. Après, on a eu un autre prix en Suède, mais je ne me rappelle plus en quelle année. Bon, je peux me faire un peu l'avocat du diable pour fabriquer tous vos produits pour mettre sur les lingettes. Vous polluez? Rien du tout, archi rien du tout. Vous savez qu'une boîte de... Je vais vous donner un petit secret, et on reste très discret sur la façon dont Vulcanet est fabriqué, puisqu'on reçoit une copie de Vulcanet à peu près tous les 10 jours ici. D'accord. Vous vous rendez compte, j'en ai même reçu qui venait d'Inde, avec le logo Vulcanet et tout. Pour le vivre, pour le croire. On pollue rien du tout, et chaque boîte est touchée par au moins 30 mains. C'est tout fait à la main. Bravo. Merci beaucoup. Merci. En tout cas d'avoir été avec nous. Ça s'appelle Vulcanet 100% recyclable. Ces serviettes absorbantes pour nettoyer votre voiture. Éric Bernisson, merci. Vous êtes le fondateur et le directeur général. Merci beaucoup Jean-Baptiste Losca, maître avocat en droit routier. Merci beaucoup Guillaume Hébert d'avoir été avec nous, PDG cofondateur de MOBA, et merci beaucoup Olivier Flavier d'être resté jusqu'à la fin avec nous, vice-président automobile du Bon Coin et de l'Argus. Et merci beaucoup Yves Cara de m'avoir accompagné. Ça a été un plaisir, Cécile, avec grand plaisir. Merci mille fois. Dans un instant, Yvan Cujus, on va parler argent, bien entendu, aussi. Et on se retrouve demain à 17h avec Philippe David. Merci à notre formidable équipe de Sud Radio. Passez une très belle soirée. À demain. Salut.